Donc, je vais vous présenter des données qui émanent ici de l'Institut et du réseau de surveillance de Tupaca par rapport à cette question de la résistance aux antibiotiques, de la mortalité. Est-ce que ce que l'on entend, ce qu'on voit, est-ce que c'est une réalité par rapport à ce que disait Didier au départ? Est-ce que c'est virtuel ou pas virtuel? Et donc, je vais vous montrer ce qui existe par rapport aux médias, ce qui a été décrit dans les différents organismes et les institutions, et ce que nous on fait, qui est de l'observation, on compte, on mesure, plutôt que de déduire ou prédire des événements par rapport à des modèles mathématiques. Alors il y a tout un tas de choses qui sont des rapports depuis 2009, donc ça fait 10 ans maintenant, qui ont été publiés, que ce soit en Europe, le CDC, les Américains, les Anglais, etc. Je vous avais probablement, pour une partie d'entre vous, vu le documentaire qui est passé sur Arte il y a 10 jours, où il y a eu un débat après avec Didier Raoult et Tim Ekman sur la résistance aux antibiotiques, et où tout ça en réalité est lié à un événement qui a été lié au Royaume-Uni, à Jim O'Neill qui était au ministère et qui a développé et raconté toute une histoire autour d'un rapport sur la problématique de la résistance aux antibiotiques et la mortalité induite par la résistance aux antibiotiques, et qui a ensuite été relayé par toutes les autres institutions en Europe. Alors il y a eu tout un tas de rapports. Et donc celui de Jim O'Neill au Royaume-Uni, pour résumer, pour faire simple, parce qu'on ne va pas passer un temps fou là-dedans, c'est globalement l'estimation et qui fait l'objet des débats dans les médias, c'est qu'il va y avoir 10 millions de morts en 2050 à cause de bactéries multirésistantes qu'on ne pourra pas traiter. Et ça représente, on est déjà à 1 heure de séminaire, un mort toutes les 3 secondes, donc il y a déjà beaucoup de morts. Et donc ces différents rapports qui ont amené à ces estimations, en réalité, déboulent parce qu'il y a eu des audits et des gens qui ont fait des rapports techniques pour essayer de comprendre quelle était éventuellement la problématique de la résistance aux antibiotiques, mais tout ça a été basé d'abord sur l'évaluation d'une hypothétique estimation de mortalité liée à des bactéries résistantes, en prenant en compte certaines bactéries qui sont listées ici, par exemple, hein, c'est le rapport principal, ça, et la résistance pour telle ou telle espèce bactérienne à tel ou tel antibiotique. Et donc, basé sur ça, les différents rapports dans la méthodologie, donc c'est de la sensibilité aux antibiotiques basée sur des données qu'envoient les laboratoires dans les institutions européennes, américaines ou anglaises, et donc pour estimer quelle est la mortalité induite par rapport à cette résistance, eh bien ça a été comparé à des données qui sont des travaux scientifiques qui ne sont, pour la plupart d'entre eux, pas validés parce que ce n'est pas des études contrôlées, sur le fait que quand vous avez une infection invasive à staphylocoque doré, la mortalité est de tant, et donc si vous avez tant de pourcents de résistance à la médecine, ça fait tant de morts. Donc ce sont des estimations, des modèles mathématiques. Il y a plein de modèles qui ont été établis depuis une dizaine d'années, et donc ça permet, ce sont des modèles mathématiques, hein, d'évaluer, d'estimer le nombre de morts. Et dans tous ces travaux, quand on va un peu dans le détail, parce qu'on a fait beaucoup ça avec Cédric, Abat et Didier, dans la majorité des cas, ce qui explique qu'il y a des morts dans ces méta-analyses, c'est que l'antibiothérapie initiale n'était pas appropriée à la résistance de la bestiole en question pour un antibiotique donné uniquement. Et donc pour faire short et arriver à un travail qui est récent, hein, qui a été publié en novembre l'année précédente dans Lancet Infectious Disease, qui s'appelle l'étude Cassini, qui essaye d'évaluer la mortalité attribuable dans toute l'Europe à cause de la résistance aux antibiotiques. Alors, ce qui est intéressant dans ce travail, c'est de voir que c'est une estimation aussi basée sur des modèles mathématiques, donc on estime qu'on va y avoir de morts par rapport à telle ou telle résistance, mais ce qu'on voit ici, alors je ne sais plus si ça marche, voilà, c'est que vous avez ici, eh bien, des estimations basées sur la résistance d'un micro-organisme à un antibiotique. Et donc, par des études de méta-analyse non contrôlées, on dit, bah alors s'il y a tant de résistance et tant de morts avec ce microbe, alors ça fait tant de morts pour un antibiotique donné. Et donc, c'est assez intéressant, c'est-à-dire que ce travail dit à la fin, en Europe, on estime qu'il y a 33 000 morts par an. Pour la France, c'est 5 543 morts, sachant que l'étude française, qui d'ailleurs n'est plus disponible sur le site du ministère, qui date d'il y a 5 ans, faisait état
de 12 500 morts par an à cause de la résistance. Là, c'est plus que 5 500, alors que tout le monde dit que ça augmente. Donc, entre les deux études, qui sont des estimations mathématiques, eh bien, ça a été diminué par 2,5. Et donc, il y a tout un tas de critères. Comme vous le voyez à chaque fois, c'est une résistance spécifique à un micro-organisme en particulier. Donc ça, c'est juste des choses qui sont extraites de ce papier dans les Supplementary Files pour que vous regardiez. Les deux éléments qui sont importants, c'est qu'il y a une résistance très particulière en Italie et en Grèce depuis quelques années. Et donc, c'est des résistances à, par exemple, la résistance à la cocine chez Acinetobacter ou autre. C'est un antibiotique pour un germe. Et par rapport à ça, sur les méta-analyses, on estime que ça va faire tant de morts. Mais quand on regarde tous ces travaux, en réalité, quels qu'ils soient, eh bien, l'attributabilité de la mortalité, l'imputabilité de la résistance n'a jamais été du tout identifiée. Ce sont des estimations basées sur des chiffres, sans que dans aucune de ces études, quelle qu'elle soit, on ait compté les morts. Et donc c'est pour ça que nous, ici, on a essayé de faire autrement. Alors on n'est pas les seuls, on a commencé à brailler pour dire que c'est bizarre, mais on n'est pas les seuls à dire est-ce que c'est vrai qu'on va tous mourir la résistance aux antibiotiques en 2050. Alors ici, qu'est-ce qu'on fait à l'IHU et dans tout le réseau PACA, on compte. Voilà, donc on compte les choses. Donc grâce à Philippe Colson, on a un système qui s'appelle Mars, qui permet de compter chaque semaine pour les microbes que l'on suit la résistance à tel ou tel antibiotique. Donc on fait ça depuis un certain temps. Et ça nous a amené, entre autres, je vais un peu vite, mais on a publié ça, c'était un travail qu'on a publié il y a un an, rétrospectif sur quelle est la sensibilité aux antibiotiques des bactéries qui sont dans tous ces rapports, que l'on a nous juste à l'IHU, et on a fait un truc qui n'était pas suffisamment conséquent à l'idée de notre directeur préféré, qui était que c'était que 100 000 isolats, mais sur ces 100 000 isolats, ici à l'IHU, on montrait qu'il n'y avait pas en réalité ni d'augmentation ni de problématique majeure de la résistance, y compris la résistance à un antibiotique isolé. Donc, par exemple, la sensibilité des staphylocoques à la méticille ne fait que diminuer depuis une vingtaine d'années, et les souches dites résistantes à plusieurs familles d'antibiotiques étaient extrêmement rares, vous voyez, pour Escherichia coli ou Klebsiella, et que ce qu'on avait en réalité, de manière significative, c'était une augmentation du nombre d'infections liées à des bactéries sensibles, en quantité, en nombre. Donc c'était un peu l'inverse de ce qui se dit, excepté un phénomène qui est la résistance aux céphalosporines de troisième génération chez les entérobactéries, mais qui est un phénomène qui est vrai dans toute l'Europe. Mais vous voyez, si on regarde les infections invasives et les résistances aux antibiotiques, il n'y avait absolument aucune différence sur une période de 15 ans. Il n'y a pas de différence, c'est relativement stable. Donc ça, c'était un premier travail. Et puis, dans l'histoire, après ça, il y a des gens qui ont publié aux États-Unis, c'est l'étude de Kadri dans CID, une définition beaucoup plus intéressante de la résistance des micro-organismes aux antibiotiques. Donc ils appellent DTR, Difficult to Treat Resistant Bacteria, c'est-à-dire des micro-organismes qui posent potentiellement un problème thérapeutique parce qu'ils résistent à 3 grandes classes de médicaments, d'antibiotiques, qui sont ceux que l'on utilise en routine pour traiter les malades, les bêta-lactamines, les carbapénèmes et les quinolones. Et donc ils ont regardé non pas la résistance d'un germe à un des 3, mais la résistance de ces germes-là aux 3 en même temps. Et donc ils appellent ça les DTR, c'est comme ça qu'ils le définissent. Et quand on regarde ça, alors c'est pas une étude ridicule, mais c'est 173 hôpitaux aux États-Unis, sur une période relativement importante, qui correspond à des infections invasives, donc 45 000 souches, et ils obtiennent 1% de micro-organismes qui ont ce caractère, ce phénotype qui est je résiste à 3 classes d'antibiotiques, avec des variations entre, par exemple, Escherichia coli ou Klebsiella. Et donc ça veut dire qu'il y a une résistance, mais qui est rare chez certains micro-organismes à ces 3 classes d'antibiotiques, donc on peut probablement trouver d'autres solutions. Et donc du coup, on a fait ça, pour du in vitro déjà. Donc ça, c'est un travail qui est en cours. Grâce au réseau de l'IHU, on a colligé toutes les données que l'on reçoit de manière hebdomadaire depuis 2014. Donc ça fait à peu près un peu plus de 4 ans. Et pour tous les laboratoires pour lesquels on avait des antibiogrammes, on est allé regarder la résistance aux antibiotiques de chaque antibiotique pour chaque espèce, et on a défini les DTR pour savoir
quelle était la situation au niveau de notre région ici à Marseille, comme le disait Philippe en préambule, qui représente à peu près 5 millions d'habitants. Donc dans les données issues de cette surveillance, il y avait 653 000 micro-organismes pour lesquels on a un antibiogramme. On a éliminé ceux, évidemment, où il n'y avait pas d'antibiogramme, et puis ensuite on s'est intéressé aux bactéries les plus fréquemment rencontrées dans les infections qui sont sur la liste, là, le top 15. Donc on en a éliminé 100 000. Les 100 000 quand même, on verra bien si un jour on s'en occupe, mais ça représente 523 espèces bactériennes. Et les 15 les plus fréquentes, donc on avait 539 000 antibiogrammes qu'on a harmonisés pour regarder justement cette résistance. Donc on a regardé la résistance à chaque antibiotique, l'évolution annuelle sur 5 années et quel était le nombre de bactéries qui correspondait à ce critère de déter. Donc ça, c'est la répartition des laboratoires qui sont dans le réseau PACA, qui ont participé à ce travail. Et donc vous voyez la répartition, il y a les Alpes-Maritimes, le Var et autres, pour lesquels on a des données d'antibiogrammes. Ça, c'est la répartition, je suis désolé, c'est un truc de Bill Gates, ça a changé de format, mais la répartition du type d'échantillon, donc sans surprise, en bleu, c'est pas nombre catégorique, ça c'est les urines. On a essentiellement des urines. 53% des souches que l'on a sont isolées des urines. Et puis c'est pareil, ça a merdouillé là, mais ça c'est Escherichia coli en bleu. La majorité c'est Escherichia coli, Staph aureus, et puis on a Staph epi et Klebsiella en fonction des prélèvements. On a harmonisé ça pour pouvoir voir quelle était la résistance aux antibiotiques clés. Et donc, ça, c'est quelques exemples. Voilà. Sur 5 ans dans la région PACA, ça, c'est pas virtuel. Vous prenez les deux courbes ici en bleu et en orange. C'est la résistance aux céphalosporines de 3e génération pour Klebsiella pneumoniae et Escherichia coli. Vous voyez qu'il y a un niveau de résistance qui est réel, mais qui est faible et qui ne bouge pas. Escherichia coli, c'est environ 10. Et puis, pour Klebsiella pneumoniae, c'est stable depuis 2014. Dans toute la région PACA, il y a à peu près 25-30%, à la louche, 25% de résistance au C3G. Pour la résistance à l'imipenem chez Klebsiella coli, c'est stable et quasiment nul. Chez Escherichia coli, on n'en a pas. Et chez Klebsiella pneumoniae, c'est 1% maximum. Donc il n'y a pas d'augmentation de résistance à ces deux grandes classes d'antibiotiques qui définissent les DTR dans notre région. On a regardé également pour la résistance à l'imipenem. On va le voir pourquoi après sur les données in vivo de mortalité chez Acinetobacter et Pio. C'est stable, voire ça diminue. Ici, vous avez Acinetobacter baumannii. La résistance à l'imipenem est aux alentours de 15-20%. Ça dépend un peu de l'année. Et chez Pseudomonas aeruginosa, c'est aux alentours de 20%. Et on a les données, nous, ici à l'IHU, depuis 20 ans. Et la résistance à l'imipenem chez Pio, c'est 20% depuis toujours. Ça n'a pas bougé. Et puis, pour la résistance à la méticilline, vous voyez, il n'y a pas du tout de crainte. C'est entre 10 et 15% dans toute la région PACA sur 5 ans. Et nous, sur les données rétrospectives de 20 ans, ça ne fait que diminuer. Donc, il n'y a pas d'augmentation de la résistance dans toute la région PACA sur ce travail. Donc, ensuite, on a défini, nous, des données d'antibiogrammes pour les difficult to treat, parce que dans le travail du CID, c'était uniquement chez les bactéries gram négatives. Donc on a donné d'autres définitions, c'est je résiste à 3 familles. Et donc je pose un problème pour les cliniciens ici à l'IHU. Et donc quand on regarde ça, et bien sur 539 000 antibiogrammes disponibles de toute la région PACA sur 5 ans, on a 1604 antibiogrammes qui correspondent à cette définition de DTR, et ce qui correspond à une prévalence de 0,29% sur l'ensemble, sur 5 ans de toute la région PACA, avec, comme je l'ai souligné ici en bleu, essentiellement une prévalence et un pourcentage plus élevé de quoi? De Pseudomonas et d'Acinetobacter baumannii. On verra dans le travail sur la mortalité que c'est lié au fait que ce sont des bactéries acquises d'infection nosocomiale à l'hôpital. Tout le reste, vous voyez, c'est ridicule, c'est petit. Mais du coup, on est quand même allé confronter nos résultats au travail des Américains dans ce qui était possible. Parce que nous, on a comparé tout dans nos définitions, on a comparé aux définitions du CID. Et dans les définitions du CID, qui sont sur la droite ici, eh bien, vous voyez que globalement, ici, dans la région PACA, la prévalence de ces bactéries qui posent potentiellement un problème est très faible, c'est rare, et c'est un petit peu plus bas d'ailleurs que ce qu'il y a aux États-Unis dans cette étude, vous voyez sur les données de prévalence, avec les deux qui sont les plus fréquents, qui sont Pseudomonas et Acineto, et on a des données
qui ne sont pas différentes de celles des États-Unis. Donc c'est ça qui éventuellement pose un problème, mais qui représente, vous voyez, quand on a réajusté la prévalence sur les données comparables, la prévalence de Tupaca c'est 0,44 de DTR versus 1,01 dans le travail des États-Unis. Alors ça c'était pour le in vitro. Maintenant on passe à la mortalité et les données in vivo. C'est un petit peu plus compliqué de savoir ça à cause de l'imputabilité éventuellement de la résistance et de la mortalité. Cela étant, depuis maintenant 3 ans, il y a Mme Gimeno qui est par là, je crois. C'est ça, 3 ans, 4 ans. Voilà. On suit les morts toutes les semaines. Et puis, pour cette mortalité, eh bien, on regarde un petit peu ce qu'il en est. Quels sont les microbes associés à la mortalité? Et alors, pas que les microbes, mais aussi les virus. Mais dans ce cas-là, la résistance aux antibiotiques. Donc, on avait fait un premier travail qui a été publié l'année dernière sur une série de 100 000, un peu plus de 100 000 échantillons microbiologiques, et où on avait regardé un par un avec Pierre-Édouard la mortalité attribuable des bactéries qui avaient un niveau de résistance élevé, mais ça c'était avant qu'on ait la définition des DTR. Et en faisant ça, eh bien, on avait 85 micro-organismes dans cette série qui posaient vraiment un problème in vitro de résistance aux antibiotiques, et sur les 85, Pierre-Édouard et Mme Gimeno ont regardé tous les dossiers, il y avait une mort attribuable potentielle liée au fait qu'on ne pouvait pas traiter le malade. Tout le reste, c'était des patients qui avaient des comorbidités ou autres. Et puis du coup, on a fait un autre travail avec Didier suite au travail publié dans le Lancet Infectious, grâce à Marc Léon et la Société des réanimateurs français, qui a envoyé un questionnaire à tous les réanimateurs et les services de réanimation en France. 350, 250 ont répondu, et les chiffres sont très très parlants. 47% des réanimateurs qui ont répondu et qui avaient une expérience clinique de plus de 10 ans ont dit « moi j'ai vu 0 mort en 10 ans ». Et puis 43% ont dit entre 1 et 5 morts. Donc en faisant la médiane globalement, on est arrivé à dire qu'en France, dans les réanimations et les services de soins intensifs, c'est quelque chose comme 45 morts par an. Alors que je vous ai dit, c'était 5500 avec l'étude A et 12 500 avec l'étude B. Et donc ça, c'est quelque chose qui d'ailleurs a été critiqué en disant « mais oui, mais on ne sait pas très bien comment vous avez fait ». Mais ça, c'est les cliniciens qui le disent, ce n'est pas des modèles mathématiques. Et donc, ce qu'on a proposé d'ailleurs par la suite, c'est de réaliser ce qu'il faut faire, y compris dans PACA, un registre national de la mortalité liée à la résistance. Et puis ça, c'est un travail qui est en cours de finition aussi. Du coup, on est allé vraiment regarder quelle était la mortalité liée à la résistance. Alors ça, c'est un travail où on a regardé depuis février 2014 jusqu'à février 2018, donc sur 4 ans à l'assistance publique, les infections invasives, c'est-à-dire les micro-organismes isolés à partir des hémocultures. Donc ça représentait un peu plus de 400 000 hémocultures, 93 000 patients. À peu près 10% de ces hémocultures étaient positives, d'accord ? Et on a comparé la mortalité déjà des hémocultures négatives ici, le nombre de décès par rapport aux hémocultures positives. Alors évidemment, on est bien content, il y a moins de morts chez les patients qui ont des hémoc neg que des hémoc pos, ça c'est déjà bien. Et ensuite, on est allé vraiment regarder dans le détail l'origine de tous les patients dans le groupe de ceux qui avaient une hémoculture positive entre les morts et les vivants. Donc je suis obligé de faire rapidement puisqu'il faut tenir le temps. Mais l'analyse multivariée des deux groupes, vivants et morts, montre en réalité que ce qui est vraiment associé à la mortalité dans les hémocultures positives, c'est un âge supérieur à 60 ans, une infection nosocomiale, dans un service de soins intensifs ou une réanimation, et au niveau des espèces qui ont été retrouvées dans les hémocultures, alors il y avait en fonction des odds ratios, par exemple Staph epi qui était plutôt protecteur, c'est-à-dire quand vous avez une hémoc à Staph epi, c'est plutôt meilleur que mauvais, je suis dans les temps, et alors que Pseudomonas aeruginosa était plutôt défavorable. Et donc de la même manière, on a regardé dans tous ces germes où on avait la mortalité, ceux qui étaient dans la définition de DTR, donc 26 étaient des DTR, sur l'ensemble de la cohorte où il y avait 15 000 patients, 13 morts, 13 vivants, pas de différence significative. Donc c'est très 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 rare. Et vous voyez 0, 0, 0, 0, et donc ce qui posait problème, on a 13 cas dans les morts, qui sont essentiellement des pio, des acinetobactères. L'ensemble des patients sont tous des infections nosocomiales à 100%. 100%. Un tiers de ces patients, c'est intéressant, enfin même plus, 42% en réalité sont des patients
qui ont une infection nosocomiale et qui venaient d'un pays étranger, Afrique du Nord ou les Balkans, avec une infection liée à un germe qui avait une résistance particulière. Donc on est en train de travailler sur ça, mais il y a beaucoup de comorbidités, vous vous en doutez bien. Et puis on a regardé s'il y avait une solution thérapeutique pour ces germes dits résistants. Eh bien, c'est ce qui est présenté ici. Il y avait entre 3 et 4 antibiotiques, 3 ou 4 classes thérapeutiques qui étaient encore susceptibles d'être efficaces contre ces micro-organismes. Et donc, je finis sur le Shadok, je passe parce que... Voilà, donc en conclusion, ce qu'il faut, c'est... Il faut continuer à évaluer la sensibilité aux antibiotiques, il faut être capable de continuer notre système de surveillance, y compris dans PACA. Il faut mesurer, pas déduire, et tester si nécessaire. C'est ce qu'on essaye de mettre en place dans le cadre du projet de l'IHU. Et voilà, tous les gens... Alors attends. Si je prends une minute. Donc voilà, nous avons du coup répondu à ça. Nous avons exporté la culture française outre-Atlantique avec la théorie des Shadok. Voilà. Il faut l'appeler le projet Shadok. Projet Shadok. Gabus Homeux. Voilà. Je suis dans les temps.